L'Alcibiade de Platon, introduction, traduction et notes par Maurice Croiset, notice, suite. Ici, Platon a inséré un développement assez imprévu et un caractère quelque peu satirique. Alcibiade fait observer que, s'il est ignorant, il n'a guère à s'en préoccuper puisqu'il aura pour rivaux dans la direction des intérêts du peuple des hommes politiques non moins ignorants et qui d'ailleurs ne le valent pas. À quoi Socrate répond que ses véritables rivaux ne seront pas ceux-là, mais bien les rois de Lacédémone et les souverains de la Perse. Et là-dessus, Platon fait par sa bouche un éloge étendu des uns et des autres, où se manifestent, avec une certaine ingénuité, les sentiments qu'on éprouvait alors dans son milieu à l'égard de ces deux puissances. Témoignage curieux qui a été pris plus haut en considération pour dater la composition du dialogue. On lit en note. D'où venait à Platon cette connaissance, d'ailleurs bien superficielle, il faut l'avouer, des choses de la Perse, en particulier de la mention qu'il fait de Zoroastre? À qui fait-il allusion lorsqu'il parle d'un témoin autorisé qui l'aurait renseigné? Page 123b. Epei potego ekousa andros axiopistou ton anabebekoton para Basilea. Nous l'ignorons. Xénophon était alors en Asie. Ctésias semble n'être rentré dans sa patrie qu'en 398. Ces Persica n'ont guère pu être publiés qu'un certain temps après. Mais rien ne nous oblige à croire que Platon ait emprunté ces renseignements à un historien. Plus d'un des Grecs qui avaient accompagné le jeune Cyrus avait dû rentrer dans son pays, et il n'y a aucune invraisemblance à admettre qu'il avait pu interroger l'un d'eux à Mégare sur cet Orient auquel la Grèce avait alors tant de raisons de s'intéresser. Fin de note. Revenons alors à son sujet. Socrate recherche avec son jeune interlocuteur comment ils pourraient l'un et l'autre sortir de leur ignorance. Il s'efforce pour cela de déterminer quel objet l'homme politique soucieux du bien public doit se proposer et par conséquent ce qu'il doit connaître. Mais ils n'y réussissent pas et n'aboutissent qu'à des contradictions au moins apparentes. C'est en quelque sorte le troisième acte de la comédie. Le quatrième et dernier en est la suite naturelle. Socrate y fait voir que, pour connaître quelque chose de ce qui nous est extérieur, il faut d'abord se connaître soi-même. Précepte sanctionné par l'oracle de Delphes et que lui-même, comme on le sait, avait adopté pour règle de conduite. Platon a voulu ici en marquer la véritable signification. Se connaître soi-même, ce n'est pas connaître son corps ni ce qui intéresse le corps. L'homme est une âme, c'est cette âme que chacun de nous doit connaître. Mais l'âme elle-même est complexe. Il y a en elle quelque chose de supérieur et de divin qui est la raison, reflet de Dieu en nous. En elle, nous voyons comme dans un miroir l'image divine. Telle est la connaissance première, celle qu'il nous faut acquérir avant tout, parce qu'elle est celle qui nous permet de juger de nous-mêmes et des autres. Alcibiade, charmé de cette haute leçon, prie instamment Socrate de ne plus le quitter pour l'aider à s'instruire de cette science si précieuse et si nouvelle pour lui. Et Socrate, tout en l'y encourageant, laisse percer la crainte que sa nature ambitieuse ne lui permette pas d'échapper aux séductions de la puissance. Il est manifeste que cette dernière partie contient l'idée essentielle du dialogue. Elle est le terme auquel tout vient aboutir, et c'est elle qui en fait l'unité intime. Mais on voit bien d'autre part que cette longue préparation, qui a eu pour effet de la dégager peu à peu, a servi aussi à critiquer les ignorances, les préjugés, les mauvaises raisons qui empêchent la plupart des hommes de la découvrir. Platon a pris un véritable plaisir à cette critique où son esprit satirique trouvait matière à s'exercer.
De là résulte d'abord que le lecteur ne voit pas très bien au cours de la route où l'auteur veut le conduire, ce qui est en somme un inconvénient, et aussi que cette idée essentielle rejetée dans la conclusion n'est peut-être pas suffisamment éclaircie. Elle est plutôt indiquée que vraiment étudiée et approfondie. Platon devait la reprendre plus tard et lui donner une toute autre valeur. Probablement, après qu'en la méditant, il eût mieux compris lui-même tout ce qu'elle contenait. 3. Influence de l'Alcibiade. Quoi qu'il en soit, l'Alcibiade, malgré ses défauts, avait assez de mérite pour faire impression sur ses lecteurs. Il est vraisemblable qu'il fut vivement goûté dans le cercle socratique d'abord, et plus tard en dehors même de ce cercle. Il devint ainsi le type des entretiens fictifs entre Socrate et Alcibiade. Antisthène, Échine de Sphétos, Xénophon s'en inspirèrent probablement dans les divers dialogues composés par eux où figurent ces deux personnages. Et après eux, tandis que les œuvres des deux premiers cessaient d'être lues, il demeura comme un sujet d'étude toujours recommandé dans l'Académie et jusque chez les néoplatoniciens. L'Alcibiade a été commentée par Proclos et par Olympiodore. Nous possédons encore 2 commentaires qui seront parfois cités dans nos notes critiques à l'appui de certaines variantes, ainsi que les extraits lus à Eusèbe et à Stobée.